Dans l'immensité du vide, la géante gazeuse Amérique semblait immobile. Même dans ce silence de fibres tendues, elle restait là, suspendue, vaste et blanche, comme une absence qui pèse. Ses lunes, réparties à différentes orbites, tournaient en chœur autour d'elle. 5 étaient habitées: Washington, Jefferson, Franklin, Lincoln et Kennedy. Sur ces exolunes si lointaines de la Terre, les habitants retenaient leur souffle, car se disputait ici la première course de voile solaire jamais organisée par l'humanité. Notre système stellaire était idéal, des lunes assez proches pour permettre les frondes, des distances assez courtes pour maintenir la tension dramatique, une lumière solaire constante pour nourrir nos voiles. Une récompense à la hauteur du défi attirait les armateurs, et une gloire éternelle, les équipages. Nous étions 6, le capitaine William Nemeth, blondin, originaire de la principauté de New Eborasi. Intuitif, à la morale inflexible. La seconde, Stephanie Farragut, rouquine, de New England. Une tacticienne froide et brillante, qui lisait les trajectoires comme d'autres récitent des psaumes. Le navigateur Barry Jones, un rouquin taciturne de Virginie, calme comme une nappe d'huile. L'ingénieur en voile, Mathilda Perry, elle aussi rouquine, native de Blackmount comme moi, têtue, mais capable d'improviser des réparations en plein vol. Le médecin et psychologue, Eddie Preble, blondin de Whitbrook, a l'humour plus noir que le vide. Et moi, Isaiah Hull, la Benjamine. Rouquine, originaire de Blackmount, officière radio. Nous avions été recrutés un par le prince de Blackmount, amiral 5 étoiles de la flotte spatiale du royaume. Il voulait démontrer la puissance de ses chantiers. C'est à Turkish Heads Crow, sa capitale, que l'Enterprise fut conçue et construite. Le jour du départ, le 1er novembre 2010, à 09:13 heures de Capitol City, les voiles ont capté leur première charge. La membrane principale a vibré. Je l'ai senti dans mes vertèbres, un frisson traversant le sternum. À des centaines de kilomètres de nous, Largo 2, argenté, lisse, trop parfait, construit et financé par la principauté d'Evergreen sur Jefferson. Le genre de navire qui se croyait déjà vainqueur. Aucun échange radio, juste le bourdonnement du soleil. La lumière tangente nous freinait. Il a fallu réorienter la voile d'étrave. William a ordonné, Mathilda a grogné, j'ai triangulé les faisceaux. Le champ gravitationnel de Jefferson pulsait doucement. La fronde s'annonçait propre. Je captais des fragments de Largo 2, non cryptés, mais volontairement bruités. Ils savaient qu'on les écoutait. Ils jouaient avec la lumière. J'ai tout filtré, tout enregistré, tout conservé. À l'approche de Franklin, une tempête photonique, minime mais suffisante pour déséquilibrer notre voile secondaire. Il a fallu la replier partiellement. La température dans ma cabine a chuté de 6 degrés en 1 heure. Eddie m'a conseillé de dormir. Je n'ai pas fermé l'œil depuis 29 heures. Le vent solaire a fait remonter d'étranges échos dans les basses fréquences. Des chants harmoniques. Résonance de coq, peut-être. Ou peut-être que l'Enterprise parlait. Elle aussi, elle avait peur de perdre. La lumière devenait blanche, crue. Nous volions si près que l'ombre de Lincoln découpait nos voiles comme des scalpes. Largo 2 nous avait dépassés. Ils avaient pris le risque du biseau gravitationnel. Nous, on avait joué la prudence. Je sentais la tension dans les silences de Stéphanie. Le capitaine tenait bon. Il n'avait pas haussé la voix depuis le départ. Moi, j'écoutais. Les interférences sont rares, mais il y avait ce battement, faible, à 1,7 Hz, dans notre sillage. Je ne savais pas ce que c'était. Devant nous, Kennedy scintillait dans l'ombre de la géante. J'y avais grandi, dans la principauté de Blackmount. Petite, j'observais les chantiers aérospatiaux de Turkish Heads Crow. Je ne savais pas alors à quel point ces visites allaient forger mon avenir. J'aurais voulu envoyer une salutation. Mais c'était interdit. Du gaspillage. La fronde la plus risquée approchait. Largo 2 vira tôt. Nous, on attendit. Le capitaine pariait sur la poussée résiduelle. Moi, j'écoutais. Le soleil était calme. Mais quelque chose me grattait l'oreille droite. Un sifflement. Comme un appel. La lumière revenait de face. Nous remontions le vent. Les voiles tendues comme des prières. Largo 2 avait disparu des capteurs. Le médecin disait que ce n'était rien. Mais l'absence, parfois, pèse plus que la distance. La cadence de correction augmentait. Je parlais peu. Mes mains travaillaient seules. J'ai effacé les musiques de la base. Trop humaines, trop bruyantes. Je n'ai gardé qu'un enregistrement. Le souffle du vent solaire entre les voiles. C'était tout ce qu'il restait quand il n'y avait plus d'écho. Nous avons doublé la dernière bouée stellaire à 13:08. Le relais optique a flashé vert.
L'Argo 2 était 2 longueurs de vent. Silence sur la passerelle. Même les instruments semblaient retenir leur souffle. J'ai recalibré la tension du mât principal. La voile s'est arquée, doucement, avec un son presque organique. L'Enterprise a frémi. Le vent solaire a monté d'un cran. Une variation qu'on ne lit pas, qu'on sent au fond des reins. Stéphanie a orienté l'étrave de 5 degrés, juste assez pour accrocher un flux oblique venu de l'ombre de Kennedy. Le vaisseau a pris, lentement, puissamment, comme un voilier qui mord la vague. L'Argo 2 n'a pas viré, trop sûr de lui. Il a poursuivi sa ligne, tendue, rapide, mais rigide. Nous avons levé, passé dans l'angle où la lumière fléchit, juste assez pour qu'elle nous pousse sans nous brûler. La distance s'est réduite, une demi-longueur, un quart, rien. Je voyais leurs voiles vibrer dans nos senseurs optiques, comme une aile blessée. Nous les avons dépassés à 13-16. Silence total. Washington brillait sous nous, magnifique. Le relais de l'arrivée a émis sa tonalité double. Gravé dans le protocole pour cette première course interlunaire, nous avons franchi. L'Enterprise a ralenti. La voile s'est couchée doucement. Le vent a glissé sans siffler. J'ai coupé la radio. Il n'y avait plus rien à dire. 11 ans et demi plus tard, dans un autre coin de l'univers, une autre course a commencé. Elle n'oppose plus 2 vaisseaux, mais des familles, des castes, des empires naissants. Le vent solaire n'est plus le seul à souffler. Il y a des murmures plus anciens, des pactes oubliés, des exils plus froids encore que le vide. C'est là que commence L'Ombre des Princes, Chronique des Rois Roux, tome 1. Un roman de politique, de science-fiction et de serments enfouis, disponible dès maintenant sur Amazon et en e-book Kindle. Si l'écho de nos voiles vous manque, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est là que vous l'entendrez à nouveau.